Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le CIVL. Régulièrement, nous vous proposons de partager l'expérience d'une maison, d'une cave, d'un vignoble autour d'un thème d'actualité. Aujourd'hui, le no-tourisme. Bien entendu, ce rendez-vous est interactif et vous pourrez nous poser vos questions tout au long de ce programme. Elles nous arriveront en direct. Et pour y répondre, nous avons à nos côtés 3 invités. Geoffrey Boulade, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le directeur commercial de la cave de Saint-Chinian. C'est exact, oui. Une cave historique en Languedoc. Historique en Languedoc, oui, c'est ça. Depuis 1937. Avec combien d'adhérents aujourd'hui? Une centaine d'adhérents pour un vignoble entre 550 et 600 hectares. Ce sont les années, en fait. Nous en reparlerons tout à l'heure. En face de vous, Jeanne Fabre, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez un domaine familial depuis de nombreuses générations. En 2 mots, vous pouvez nous le décrire? Alors, c'est vraiment une aventure familiale, je co-dirige. On est 5 membres de la famille et il y a en tout 5 domaines entre l'Aude et l'Hérault. Une belle aventure pour du cousu humain, tout bio, je précise. Je disais donc c'est une aventure familiale donc de longue date puisque le domaine viticole a plusieurs siècles. Alors, mon père est féru de généalogie. On remonte à 1605, le premier paysan Fabre dont on connaisse le prénom, Jaume. Les pratiques ont pas mal évolué depuis, on va le voir. Et l'accueil des touristes aussi, probablement, on y reviendra. Et Anaïs Ricot, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le domaine de la Croix-Gassiot à Montagnac dans l'Hérault. Tout à fait. Et en quoi se distingue votre offre œno-touristique dans ce domaine particulier? Nous, on est vraiment tourné sur la partie artistique et la partie événementielle, en fait, au départ saisonnier et maintenant tout au long de l'année. Exactement, qu'est-ce que vous organisez? Ce sont des concerts, des expositions? Exactement, des concerts, des expositions, des cinémas en plein air, du théâtre, plein de choses. Combien d'événements par an est-ce que vous organisez? Gros événements, 5. 5 gros événements qui se caractérisent ou qui ont un nom peut-être? Non, ça c'est vraiment au cours de l'année, ça dépend en fonction donc c'est du thème. Un petit peu au feeling ou est-ce que tout ça est programmé quand même très à l'avance? Non. Il y a rarement de chansons programmées longtemps à l'avance, mais quelques mois en fonction de la thématique. C'est plutôt au fil des rencontres, en fait, que ça se détermine. Et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de l'événementiel? Ça a démarré un peu par hasard au domaine. On est tous fans de musique, on écoutait. Donc on nous a proposé un premier concert et puis petit à petit on s'est équipé, on a créé un caveau pour pouvoir recevoir les gens et on a monté toute une offre sans le savoir en fait, un peu au fil des années. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Jeanne Fabre, vous, en quoi est-ce que vous vous distinguez? Quelle est la signature de votre offre touristique, touristique? Je le disais, c'est une longue et ancienne aventure familiale. Et donc, on propose à tous nos visiteurs de remonter le temps. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a une immersion dans l'histoire du Midi viticole, où on finit dans la cave voûtée souterraine du XIVe siècle. Il y a aussi un escape game qui permet de remonter, alors pour le coup, en 1907, vous avez une mission qui est de sauver le Midi de la crise que vous devez connaître. Et puis aussi des balades terroirs qui permettent de faire le lien entre le type de sol et ce qu'on a dans son verre. C'est toujours intéressant. Vous nous parlez de cave voûtée, on est dans un bâtiment historique. Alors c'est au château de Luc, dont le bâtiment est plutôt du XVIIe, XVIIIe siècle, mais on a une chance folle, c'est que sous les fondations, il y a du patrimoine plus ancien. Vous nous proposez quoi? Des escape games? Vous proposez quel type d'animation? Alors, en fait, vous êtes touriste, vous voulez déguster du vin. Vous pouvez venir sans réservation de 10h à 18h toute l'année, sauf le dimanche, parce que ça, c'est en famille. Et vous pouvez faire une des 3 offres que je viens d'énumérer, balade, visite historique, escape game. Une autre possibilité, ça va être des événements. On fait de plus en plus de team building, de séminaires, et on accueille des enterrements de vie de garçons ou de jeunes filles, selon. Et ces groupes-là, préformés, vont piocher dans notre offre où on peut faire du sur-mesure. Là, on est en train de se professionnaliser un peu dans le tourisme d'entreprise. Donc, par exemple, on va proposer des ateliers assemblage, parce qu'on s'aperçoit que le consommateur, aujourd'hui, il a envie de rentrer dans le détail de nos métiers, ça l'intéresse. Ou un atelier vendange, enfin, voilà.
Et concrètement, comment s'organisent les visites? On doit réserver longtemps à l'avance ou il suffit vraiment de venir comme ça, et particulièrement en été? J'imagine que c'est peut-être un petit peu au petit bonheur la chance de venir se présenter chez vous ainsi. Tout est possible, c'est l'avantage de travailler en famille, c'est qu'on habite sur place, presque tous, donc il y a une grande souplesse des variables d'ajustement. L'idéal pour nous, c'est que les personnes réservent, notamment pour gérer les langues, parce qu'on propose tout ça en anglais, en espagnol et en français. Mais quand les gens arrivent, on les accueille toujours. Et puis parfois, c'est un peu sportif et c'est drôle. On mélange des styles très différents. On reviendra sur cette expérience internationale, mais puisque vous accueillez des touristes de langue étrangère, est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule ou est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf? Est-ce que vous faites venir des touristes espagnols ou anglais parce que vous proposez des animations dans leur langue, ou est-ce que c'est parce que vous accueillez déjà cette clientèle auparavant qu'elle vient? Alors c'est intéressant parce que c'est pas du tout moi qui ai démarré cette offre, je l'ai structurée en revenant d'Argentine, donc je parle espagnol, donc j'ai attiré de plus en plus de gens de Barcelone, c'est pas très loin. Et puis ça s'est fait un peu de fil en aiguille parce que je proposais l'espagnol, donc ça serait la deuxième version. Mais avant, j'ai inscrit mes pas dans ceux de ma mère, qui accueillait dans la tradition de l'hospitalité vigneronne, sans qu'il y ait une offre touristique structurée. Et là, c'était des clients suisses, anglais, qui connaissaient nos vins et qui faisaient la route pour nous connaître. Et donc, il y a les deux, en fait. Vous parlez de faire la route, et géographiquement, vous pouvez nous situer votre château par rapport à un axe routier ou autoroutier? Alors, très concrètement, on est pile à mi-chemin entre Narbonne et Carcassonne, entre Toulouse et Montpellier. C'est vraiment le cœur battant du milieu de là où il y a des tout petits villages. D'accord, mais rien que ça, c'est ni plus ni moins que le centre du monde, en fait. Ouais. Non, je ne volerai pas la phrase de Dali. Mais par contre, c'est pratique quand, avec notre grande région Occitanie, il y a des entreprises ou des administrations un peu éclatées qui veulent se retrouver. Je leur conseille de venir à Lux. On est pile à l'épicentre. Par contre, c'est vrai que les gens ne viennent pas par hasard. Le village de Lux-sur-Orbieu, je crois qu'il a grossi. Il est actuellement peut-être de 900 habitants. On est très heureux parce qu'il y a un commerce qui vient d'ouvrir. Il n'y avait plus rien. À part un caveau, donc? À part un caveau et une pharmacie. Les deux mondes pairs. Oui, voilà. Et donc, ça permet... à la fois aussi de dynamiser le village, en fait. C'est chouette parce qu'il y a un double effet où les gens vont venir soit parce qu'ils ont vu notre offre sur Internet, c'est quand même notre meilleur ambassadeur, soit parce qu'ils connaissent nos vins et ils vont vouloir aller au petit resto du coin, ils vont vouloir aller visiter peut-être d'autres vignerons. Donc c'est très très important pour nous de travailler en symbiose avec le territoire et main dans la main, y compris avec les autres vignerons. On n'est pas du tout dans une logique de compétition. Avant de passer à l'expérience qui est menée à Saint-Chinian depuis de nombreuses années, je voudrais revenir sur la notion de géographie. Montagnac, donc dans l'Hérault, on est sur un axe routier passant, tout près de Béziers, mais vous, par contre, vous n'êtes pas exactement en bordure de nationale à Naïs. Est-ce que c'était une façon pour vous d'attirer du monde dans le domaine pour dire coucou, on est ici? On existe. Bah, ça, c'est sûr qu'on ne vient pas chez nous par hasard, quoi, hein. Ça arrive jamais. Après, je pense que petit à petit, ça nous a amené du monde et aussi fidélisé des clients, en fait, qui reviennent chaque année pour le concert, le cinéma en plein air. Enfin, voilà. Et quand vous dites fidéliser des clients, vous parlez de vacanciers qui reviennent là chaque année, ou c'est une clientèle locale également qui vient chez vous parce qu'elle sait qu'il s'y passe des choses? Alors, sur les événements, en général, on a quand même vraiment, je pense, 90-95% de clients qui sont des locaux, quoi, hein. On touche la clientèle de Montpellier, Béziers, mais après, au caveau, à l'année, on a des gens qui viennent de l'Europe entière. Merci, on va tout de suite faire un focus sur ce qu'il se passe à Saint-Chinian et comment est-ce que la cave coopérative a structuré son offre œnotouristique. La cave de Saint-Chinian a été fondée en 1937. Il y a une dizaine d'années, on s'est aperçu que les cuves étaient assez défraîchies sur la façade externe. Donc nous avons décidé avec notre agence de com et moi-même ainsi que le conseil d'administration de choisir une autre destinée que peindre tout simplement les cuves. Donc 2013, le premier artiste, Christian H. Et de là est né l'art en cave. Chaque année, un artiste
artiste viendra peindre une cuve en béton à la cave de Saint-Chinian et en découlera une étiquette sur une bouteille. Donc chaque artiste a sa propre cuvée. Et on s'aperçoit au fil du temps que les gens ne viennent plus que pour du vin à la cave de Saint-Chinian, mais viennent aussi pour voir ces fresques et déguster ces cuvées d'exception. Toutes les personnes qui rentrent dans le caveau, qui visitent l'art en cave, les fresques au sein de la cave, parce qu'on peut la visiter sur demande ou pas à certaines heures au caveau, repartent avec des bouteilles parce que c'est un souvenir qu'ils n'oublieront pas. C'est un musée en permanence ouvert. Les chiffres de vente au caveau sont en progression et c'est essentiellement dû à l'art en cave. C'est peut-être grâce aux artistes qui sont présents sur les cuves. Nous avons, il y a Mystique, il y a Jean Bastille, le dessinateur de Bouléville, Laura Chaplin, Aurel, donc des noms qui sont très connus, Charles-Élie Couture, Nasty. Ce sont les ambassadeurs de la cave. Tant sur leur compte Insta ou autre, ils parlent très souvent de la cave et postent souvent leurs œuvres. Et nous sommes très contents d'avoir des artistes qui sont nos ambassadeurs. Pour les années futures, la cave a d'autres projets aussi sur la partie artistique. Il reste des cuves à peindre à l'intérieur de la cave, mais aussi à l'extérieur, dont une énorme cheminée de 24 mètres de haut. Les projets sont pas encore ficelés, mais chaque année, nous inaugurerons le dernier samedi de juillet les fresques de l'art en cave. Et ça continuera, j'espère, pour longtemps. Voilà pour ce reportage. Geoffrey Boulade, l'expérience que vous venez de nous présenter, elle a 10 ans. On imagine qu'elle a évolué dans le temps. Et comment vous l'envisagez dans les années à venir ? L'art en cave a déjà un très grand projet porté sur un territoire, on va dire, très rural, d'amener l'art dans un site industriel de production, les mamies du Languedoc, on va dire, en termes de cave industrielle, on va dire, à l'époque où il fallait en produire en grande quantité. Et nous, on a voulu en fait mettre en avant ce patrimoine qui fait partie, ces cathédrales du vin qu'il faut qu'on arrive à mettre en valeur, en faisant entrer l'art dans la cave. Le projet initial, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait si grossi et grandi depuis tant d'années, mais chaque année, on accueille 1 à 2 artistes qui font les fresques sur les murs béton des cuves intérieures de la cave. Et dans l'avenir, là, on est déjà sur la poursuite du projet, en essayant peut-être, on ne sait pas, on verra financièrement comment toutes les choses pourront se passer, d'accueillir, on va dire, un petit musée autour de l'art et le vin, pour compléter en fait la galerie aussi sur le site même de la cave. Alors, le vin traditionnellement se conserve donc dans des cuves, puis dans des bouteilles. On voit que vous faites une cuvée spéciale. Maintenant, même s'il peut y avoir un effet collection, on sait aussi que les consommateurs ont tendance à acheter une bouteille assez rapidement pour la déboucher dans les secondes qui suivent. Quel type de vin est-ce que vous mettez dans vos cuvées spéciales ? Est-ce que c'est un vin buvable immédiatement ou alors vous êtes sur l'effet collection à vous dire c'est un vin qui doit pouvoir se garder ? Alors pour être totalement franc, la gamme de l'art en cave en fait est assemblée, élaborée avec l'artiste. C'est-à-dire que le maître de chez onologue va, même pendant la réalisation de la fresque, faire des échantillons de barriques de cuves pour que l'artiste puisse après élaborer après son propre jus. Et c'est pour ça qu'on veut absolument que chaque artiste puisse, pas dire s'accaparer, mais il faut s'approprier vraiment sa bouteille parce qu'elle va faire ses vernissages à lui et ça va être, on va dire, sa bouteille ambassadrice avec nous à la cave. Mais par contre, on joue sur l'effet édition limitée. Les vins à l'intérieur sont essentiellement les hauts de gamme de la cave, mais on reproduit la cuvée que si vraiment l'artiste le souhaite, et s'il le souhaite pas, on le fait pas, et on sort en fait seulement 2500 exemplaires par an, et 2500 exemplaires avec la soirée, ça fait plusieurs années qu'on a des soirées d'inauguration où il y a 1200-1500 personnes, donc ça part très vite. En fait, l'effet collector joue beaucoup, et même ce qui est gardé pour les cavistes à Noël, souvent la même année, est assez mignon. Est assez plébiscité. Je vous pose la question à chacun, est-ce que vous faites payer vos expériences œnotouristiques aux États-Unis, à Bordeaux? On a l'habitude de faire payer, c'est pas forcément le cas dans notre département. Quelle est votre politique en la matière? Allez-y Geoffrey. Moi je suis plutôt pour, parce que tout ce qui n'a pas forcément une valeur, quand on visite une cave, le comportement du client peut être différent, mais nous on a pris la décision de le faire gratuit de par en fait l'accueil au caveau et la partie visite du chai. On n'est pas encore assez structuré en termes de visite accompagnée avec un musée pour pouvoir faire une partie payante. De votre côté, Anaïs? Nous, c'est les deux. En fait, ça dépend un peu du type d'événement.
Pour un concert, on va demander certainement, ça dépend, si la journée portes ouvertes, ils peuvent venir, c'est open bar toute la journée, entre guillemets. Open bar, vous faites payer les consommations quand même. Pas ce qui est importé, mais c'est pas ce qui est sur place. Sur place, c'est la dégustation est offerte le jour des portes ouvertes. Mais si c'est pour un concert, là après, par contre, il faut réserver et c'est payant, quoi. Donc, est-ce que vous avez une prestation gastronomique à côté également, ou est-ce que alors pareil, ça dépend les événements et c'est en option. D'accord, donc il faut s'organiser quand même pour la billetterie du concert aussi, ça ne s'improvise pas d'organiser un concert. Oui, après c'est assez facile à gérer. Bon, nous on est aussi pas mal ancré sur le territoire. À Pézenas, on a la chance d'avoir le Printival en l'honneur de Bobby Lapointe. Donc on organise aussi des concerts en partenariat avec eux. Et donc souvent ce sont eux qui gèrent la billetterie, mais des billetteries en ligne, c'est assez facile à mettre en place. Ça se gère. Ça se gère. Et de votre côté, Jeanne Fabre, j'imagine qu'on doit quand même pouvoir le valoriser dans un business model, un escape game et puis des team building comme vous le faites. Alors c'est une question intéressante parce que c'est le fruit d'une longue bagarre intergénérationnelle. Mon père, pour lui, l'accueil, comme je vous disais, pour ma mère, l'hospitalité, c'est on ouvre nos portes et on partage notre passion. Donc bien évidemment, c'est gratuit. Et même, souvent, je sais pas moi, le chauffeur du poids lourd qui venait charger, il dormait à la maison. Enfin, c'était vraiment maison ouverte. Et puis, l'entreprise a grossi. On s'est structuré dans notre distribution. Et puis, moi, je suis revenue au domaine après quelques années à Argentine, il y a 6 ans maintenant. Et ça a été toute ma volonté de mettre un prix sur les prestations pour pouvoir justifier des embauches aussi, pour pouvoir proposer toutes ces animations en simultané. Je ne peux pas me couper en 10. Donc c'était le seul moyen en fait. Et donc comment chiffrer, comment calculer en fonction du temps qu'on y passe, parce que c'est assez impondérable en fait. C'est pas tellement, en effet, pour la dégustation, c'est toujours gratuit et on est ravis de faire découvrir nos vins. Surtout si les gens prennent des bouteilles en soi, mais c'est une possibilité offerte. Mais parfois, on y passe énormément de temps. Donc à partir de quel moment c'est payant ? Pour moi, c'est un débat qui devrait avoir lieu, mais beaucoup plus souvent, chez toutes les caves particulières et les caves coopératives. Et on devrait un petit peu se mettre d'accord, parce que même je vois dans notre offre très locale en Corbière, les prestations œnotouristiques égales de balade terroir, par exemple, il y a des prix, mais complètement différents. Et il y a beaucoup de gens qui se sous-vendent, je trouve, à mon point de vue. Ils ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'ils offrent. Il y a un peu un complexe d'infériorité du vigneron, parfois, qui se dit « c'est mon quotidien ». Ça n'a rien d'exceptionnel, alors que c'est exceptionnel pour les gens. Alors, sur cette notion d'emploi, puisque vous l'avez dit, vous employez des gens qui sont multilingues, qui vont proposer des animations. Est-ce que vous dites, vous avez créé, j'allais dire, une business unit à part pour pouvoir structurer cette offre œnotouristique, ou est-ce qu'elle est vraiment complètement intégrée à l'entreprise vitivinicole, ou est-ce que vous me faites un compte d'exploitation à part pour cette activité ? Là aussi, on est en plein débat familial, mais c'est magnifique, les débats, ça fait avancer. Je suis complètement intégrée. On sait comment vous occupez vos dimanches. C'est complètement intégré. Et donc, c'est la même structure, la SARL Famille Fabre, qui va employer nos commerciaux au terrain, les personnes qui sont en charge de la comptabilité et les personnes qui guident au caveau. Après, on n'est pas une grosse équipe. On est 2 à l'année. Et c'est déjà formidable d'être 2 parce que j'étais seule très longtemps. Et on a la chance d'avoir le renfort de prestataires locaux, type sommelier, ou qui viennent en renfort, et 1 ou 2 saisonniers à la saison haute. Plutôt des jobs étudiants en fait. Je pose la question à chacun de vous et je commence par vous, Jeanne Fabre. Est-ce que vous avez mesuré la rentabilité de cette activité œnotouristique, ou est-ce que vous préférez ne pas regarder ces comptes d'exploitation ? Je sais j'ai une courbe de croissance assez vertigineuse à ce jour, mais c'est clair qu'elle va se calmer dans les années qui viennent, parce que je partais d'une offre toute gratuite. C'est assez facile de croître. Et donc, on fait plus 50% de chiffre d'affaires tous les ans, depuis 4 ans.
Après, il y a eu un investissement quand même assez conséquent. La construction de cet escape game, c'est vraiment pas bricoler maison pour le coup. C'est quelque chose avec des mécanismes secrets. Il y a plusieurs salles, il y a vraiment une ambiance. Donc c'était un investissement qu'on est encore en train de rembourser. Donc une chose est de regarder la billetterie, ça fonctionne bien, et une autre de voir tout le temps qu'on y passe aussi, les salaires. J'ai du mal à ce jour dire si c'est une activité extrêmement rentable. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a un double atout. C'est que c'est une activité de diversification. Les années compliquées, c'est chouette de ne pas vendre que du vin, mais aussi du temps, et qui va croître, j'espère. Et l'autre chose, c'est que c'est une activité vitrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, mon équipe, puisque j'étais ici, accueillait un de mes prospects anglais. Et c'est important de pouvoir en mettre un petit peu plein la vue à ces prospects. Et donc c'est chouette quand il y a une offre déjà en place. Donc il y a un peu la double action qui fait que c'est intéressant d'être en symbiose avec le domaine et pas à part. Anaïs Ricôme, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, vous avez créé le caveau, un caveau de vente qui n'existait pas avant. Est-ce que c'est l'offre œnotouristique et les événements finalement que vous avez montés sur le domaine qui vous ont fait réaliser qu'il fallait que vous créiez un caveau de vente? Complètement. Après, les conflits générationnels, il y en a partout. Moi, mon père, au début, quand je suis arrivée, le caveau, c'était vraiment pas une priorité. Donc, on a démarré comme ça. Et puis, petit à petit, un jour, je me suis dit, non, maintenant, il faut vraiment qu'on ait un caveau pour pouvoir accueillir les gens. Et aujourd'hui, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Donc, voilà, je pense que ça, petit à petit, ça m'a, entre guillemets, un peu donné raison sur soigner l'accueil, voilà. Donc le caveau, c'est 20% du chiffre d'affaires, plus ensuite il faut ajouter donc, la partie événementielle, où là vous ne le comprenez pas dans ce qui est vendu au caveau. Non, là ça c'est vraiment pour nous plus à titre exceptionnel, puisqu'il y a, je dis, 5 événements dans l'année, on les gère à part, quoi. Donc c'est vraiment structurant. Oui, ah oui, complètement. Nous, ça a vraiment structuré notre offre petit à petit. Et dans une cave coopérative, est-ce qu'on envisage également les choses sous cet angle, ou est-ce que c'est un petit peu différent? On mesure différemment peut-être On mesure différemment. On mesure différemment parce qu'en fait, pour le moment, on ne s'est pas penché sur la question de savoir exactement combien nous rapportait le concept en lui-même, parce qu'il a un coût très élevé de par les artistes et de par, on va dire, les aménagements qu'on a fait pour la galerie. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, commercialement, si je ne l'avais pas, sur le réseau de distribution à la fois France et export, les agents n'auraient pas forcément un avantage concurrentiel sur d'autres maisons régionales, on va dire, à dire, la cave de Saint-Chinian, elle a fait la Rancave depuis 10 ans et ça se passe plutôt bien pour eux, ils font venir des artistes de pointure. Ça va plus loin que la vente caveau. Nous, le caveau, on représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires global de la structure, mais c'est une vitrine qui est impressionnante pour nous. On a entendu tout à l'heure dans le reportage, il était question d'agences de communication. Donc vous êtes accompagné par une agence d'une part, et puis les artistes communiquent, c'est leur média sur Instagram. Est-ce que vous avez d'autres campagnes de communication que vous privilégiez pour soit parler de la Rancave toute l'année, soit de cet événement Alors, nous, la Rancave en lui-même... pendant longtemps, on a un peu hésité à en parler parce qu'on ne savait pas véritablement que c'était un avantage et puis c'était une mise en valeur de la COP. Là maintenant qu'on s'est mis un peu à en parler, on a eu de la chance d'être accompagné par pas mal de partenaires comme Sylvie Tonnerre avec Terre de Vin qui, grâce à sa volonté de nous faire avancer dans la démarche touristique, on a eu un prix il y a 2 ans à Bordeaux sur le prix Culture, Art, Savoir-faire, sur le trophée tourisme. Et c'est ce qui nous a permis de nous faire comprendre que en Languedoc, on a encore du travail sur le tourisme à faire, et plus on avance, plus on va continuer à séduire de nouvelles clientèles. Moi, par exemple, sur la cave, la Rancave m'a permis de faire venir des gens qui achètent les bouteilles collector des artistes, et qui arrivent de l'aéroport de Béziers, où ils sont souvent avec des compagnies dites low cost, où ils ne peuvent pas forcément rapporter un carton. Donc en fait, c'est vraiment gratifiant de travailler dans cette sphère-là. Jeanne Fabre, de votre côté, j'ai perdu le fil de ma question. C'est formidable. La communication, merci. La communication, donc, quels sont les canaux de communication que vous utilisez ?
Alors, c'est impressionnant pour moi l'impact de toutes ces plateformes de vente de prestations touristiques que je ne connaissais pas du tout avant. Par exemple, Airbnb Experience, je le dis à ceux qui nous écoutent, vraiment ça vaut le coup. C'est gratuit de s'inscrire. Ils prennent un gros 20%, donc c'est là qu'il faut mettre des prix assez élevés, comme ça on se retrouve quand même avec de quoi vivre. Mais chaque fois que quelqu'un va booker un logement près de chez vous, tac, il voit en premier votre prestation proposée. Donc c'est des choses comme ça qui sont extrêmement utiles pour nous. Donc je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais Wine-A-List qui décolle complètement, qui est très récent, et qui m'amène toute une clientèle espagnole, parce que le premier commentaire était en espagnol. Et les commentaires, c'est essentiel, et il ne faut pas hésiter à demander aux gens, quand vous voyez qu'ils sont contents et qu'ils repartent, parce que c'est très peu d'efforts pour eux, et pour vous, c'est vital, en fait. TripAdvisor, enfin, il y en a plein, en fait. Hein. Et donc, c'est la première année où on a investi dans une plateforme de réservation en ligne qui est nôtre. Comme ça, on ne paye pas tant de frais. Voilà. Donc, c'est sur notre site www.famillefabre.com. Et là, il y a notre offre. Et on s'aperçoit qu'au début, il y avait assez peu de trafic. Et aujourd'hui, ça commence à fonctionner. C'est un pari un peu plus sur le long terme. Pourquoi ? Grâce aux réseaux sociaux, pour le coup. Alors Facebook, Instagram, c'est pas les mêmes publics. Il faut les deux, je pense. On n'est pas du tout sur les nouveaux réseaux plus jeunes. Peut-être que c'est intéressant, mais c'est vrai que je suis pas très connectée à ce niveau-là. J'ai beaucoup de chance. Ma sœur Clémence, ma sœur jumelle, elle l'est beaucoup plus. Donc c'est elle qui gère le Facebook, Insta de Famille Fabre. Et moi, de Château de Luc. Et comme ça permet de développer une communication pour les vins et une pour les prestations œnotouristiques. Et ça, on s'est aperçu que c'était nécessaire assez récemment. Mais en fait, ce n'est pas les mêmes demandes et pas les mêmes gens. Donc pour ne pas brouiller le discours, ça peut être une bonne idée. Merci Anaïs Ricôme. Vous, quels sont les moyens de communication privilégiés pour parler de vos événements ? Pareil, on utilise beaucoup Facebook et Instagram. Je pense, comme elle l'a dit, il y a ces deux publics complètement différents, donc on peut cibler les deux. Puis après, petit à petit, les gens, quand ils passent au caveau, on leur demande s'ils ne veulent pas laisser leur mail, et donc après, ils s'inscrivent, et donc c'est comme ça qu'ils ont les infos. Vous semblez aussi avoir une clientèle locale régulière. J'imagine que la presse régionale peut être également un vecteur d'information privilégié. Bien sûr, on a, dans chaque village, quasiment, il y a un correspondant local du Midi Libre. On a, bien évidemment, on passe aussi par eux pour communiquer sur nos événements. Merci. On va maintenant, si vous voulez bien, passer à nos questions. Est-ce que nos internautes en ont pour vous ? Elles vont s'afficher très prochainement. Voilà, on a Pins qui nous demande, ces domaines viticoles ont-ils une... Oh, non, c'est allé très vite. Une base de données. Voilà, une base de données client et ensuite une stratégie de fidélisation. Est-ce que oui. Vous aussi, vous parlez de mailing juste à présent, enfin jusqu'à l'instant. C'est super important d'avoir des fichiers clients et puis essayer toujours d'en avoir un peu plus pour tenir au courant, on va dire, tous ces prospects. On a mis beaucoup de temps à se professionnaliser là-dessus, parce que c'est vrai que quand on fait une vente au caveau, on veut aller vite, on est toujours dans le jus, et du coup, on ne saisit pas forcément, on ne prend pas le temps de demander aux gens et votre mail. Et en fait, c'est terrible, parce que ça vaut tellement le coup. Et depuis qu'on le fait, là, on est content. Petit à petit, on arrive à une base de... je crois qu'on est à 9000 mails. Ça a pris des années. Encore faut-il en faire quelque chose. Ensuite, il faut savoir le valoriser. C'est Alors, pas le tout on essaie, une mine d'information. Dans la stratégie de fidélisation, c'est surtout de ne pas lasser les gens qui nous suivent. Donc, on essaie de jamais faire plus d'une newsletter par mois, avec une invitation pour un événement très différent à chaque fois. Donc là, on travaille sur une murder party, genre Cluedo géant dans le château, début novembre. Le 2 décembre, ça sera un marché de Noël, mais comme on veut se démarquer, c'est le marché du bon vivant, qu'avec des poulardes et des cerfs, voilà. Qu'on ripaille à plein ventre. Voilà. Et donc, les gens, même s'ils ne se sentent pas concernés par un des mailings, sur l'année, il y en a un qui leur plaira. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Galdric qui nous demande, au-delà de l'aspect financier, quelles sont les contraintes les plus importantes quand on lance son offre œnotouristique ?
Moi, je l'ai dit, pour nous, ça n'a jamais été une contrainte parce qu'on a démarré. Au départ, c'est la mairie qui nous prêtait les tables et les chaises. Enfin, on a démarré petitement. Et puis, petit à petit, on s'est équipé. Donc, au départ, si on veut démarrer, on peut démarrer avec pas grand-chose, honnêtement. De votre côté, Geoffroy ? Alors, je ne sais pas si c'est une contrainte ou pas, mais je sais que quand on commence dans une démarche touristique, il faut être accompagné des acteurs locaux. Et nous, c'est grâce en fait au label Vie en Découverte qui porte les actions touristiques qu'on a pu avancer et rencontrer tous ces partenaires pour pouvoir continuer à dérouler, on va dire, la RANCAV. Nous, ça a été essentiellement ça au début. Merci. Jeanne Fabre ? Je dirais qu'à partir du moment où on ouvre sa porte, on prend le risque que quelqu'un rentre. Et la contrainte la plus énorme, c'est d'être là tout le temps sur les horaires affichés et pas les changer. Et ça paraît bête, mais en fait, on a tous des métiers de production de vin, de commerce de vin, et c'est un métier en plus. Et alors, il faut bien jauger si on est capable, en termes de ressources humaines, ou en termes de quelqu'un qui a la double casquette, et qui peut abandonner ce qu'il est en train de faire pour accueillir la personne. Parce que je pense que c'est peut-être un des plus gros défauts des domaines viticoles. J'ai essayé parfois, j'espère que je pourrai plus après la retraite, mais d'aller visiter d'autres domaines. Et ça arrive souvent d'avoir la porte fermée, alors qu'on croit qu'on peut y aller. C'est une expérience qu'on a tous fait, je pense. Et donc, c'est peut-être la contrainte majeure. La deuxième étant, je vais être très triviale, mais des toilettes propres. C'est super important, en fait, pour un visiteur. Et quand je vous disais que le visiteur doit être notre ambassadeur, il faut qu'il se sente accueilli et dans des conditions OK. Et parfois, dans nos domaines, on est tellement focalisé sur d'autres choses qu'on oublie ça. Voilà. C'est bien de rappeler aussi parfois des notions un peu essentielles. Une autre question qui nous arriverait. Jacques, comment trouvez-vous les artistes pour la RANCAV et le montant de leur rémunération ? Je ne sais pas si Jacques est artiste lui-même, qui dit tiens, peut-être que j'ai quelque chose à proposer. Les artistes, en fait, on est accompagnés par notre agence de communication sur Montpellier, l'agence Caractère, qui déjà, depuis 2013, en fait, on porte avec elle le projet. Maintenant, grâce au réseau de plusieurs galeries qui nous accompagnent et des artistes, on arrive chaque année à trouver un à deux artistes qui nous font plaisir et qu'on a vraiment envie d'accueillir. Mais vous avez un processus de sélection ? Non, on n'en a pas du tout. Souvent, on nous envoie des lettres, on nous envoie des mails au président et à moi-même de la cave. Et en fonction des goûts de chacun, on présente ça en conseil d'administration et on arrive à se mettre d'accord. Et concernant leur rémunération ? Tout dépend en fait de comment fonctionne l'artiste, s'il a un agent, s'il n'a pas un agent, parce que ça aussi c'est compliqué à discuter et mettre ensemble en place en termes de contrat. Commission, pas commission sur les bouteilles, puisque aussi c'est leur travail qui reproduit en miniature, donc c'est aussi à discuter. Donc chacun a des prix différents. Pour avoir une idée, on parle de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, parfois beaucoup plus. Au début, pas très cher parce que ça a commencé. Maintenant, quand il tape à la porte, il tape à la porte. Il tape à la porte et au portefeuille. Donc. Et au portefeuille. Une autre question. Voilà, ça c'était la question que vous posiez tout à l'heure, Jeanne. Le bon prix, quel est le juste prix Alors je dirais Abisto des Nazes au début, parce qu'il faut commencer à fixer un prix. Et c'est vrai que c'est difficile de faire de la veille, ça serait le plus simple, et de se situer dans une fourchette, parce que je disais que l'offre est tellement disparate qu'on n'a pas tellement de points de repère. J'ai essayé, ça ne m'a pas aidé en fait. Est-ce que votre point de repère, c'est par exemple le prix d'une bouteille, le prix moyen, le panier moyen qui repart de chez vous avec X euros? Vous dites, si on a déjà dépensé 15 euros ou 20 euros dans une animation, c'est ce que je ne mettrais pas en bouteille? Ou est-ce que vous dites que de toute façon c'est un bonus et qu'on aurait de toute façon dépensé plus d'argent? Enfin, on a dépensé plus d'argent puisqu'on a eu les deux expériences de dégustation et d'amusement. Oui, c'est complètement décorrélé. L'amusement est décorrélé de la vente. La dégustation est offerte parce qu'elle est liée à la vente. Mais tout le reste, un escape game, vous regardez, il n'y a que là où j'ai pu faire de la veille parce que c'est très professionnalisé. Vous pouvez jouer. Il y a des franchises aujourd'hui partout. C'est ça va de 25 à 40 euros selon les salles et nous on est à 30 du coup. Ça a été ma manière de fixer le prix. Et comme c'est une salle qui est à la hauteur, les gens sont contents. Après on fait des tarifs de groupe aussi. Pour la visite qui est vraiment assez unique parce qu'on revit vraiment l'épopée du midi viticole, donc on apprend plein de choses.
le lieu est assez spectaculaire, je demande 12 €. Alors ça, c'était intéressant parce que c'est monté très progressivement. D'abord, j'étais à 5, puis 10, puis 12. Et en fait, les gens, y a pas mal de gens qui me disent que, vu ce qu'ils ont vécu, c'est peut-être... Enfin, je pourrais demander plus. Je crois pas. C'est les enthousiastes, mais voilà. De votre côté, Anaïs, est-ce que vous vendez d'abord du vin, donc vous faites un prix pour appâter le chaland avec les concerts, avec le cinéma, ou est-ce que là aussi on est sur quelque chose de parfaitement décorrélé, on a 2 expériences et on les paye au juste prix toutes les 2? Non, nous c'est plus global, hein. On gère ça plutôt, au départ c'était plus l'idée de faire vivre le domaine, de faire venir des gens, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, quand en off, on est souvent seul dans les domaines et c'était pour nous important, voilà, qu'il y ait des gens qui viennent partager notre lieu, tout ça. Donc nous c'est vraiment plutôt tout mélangé. À la cave de Saint-Chinian, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est celui des balades. Est-ce que là, on est sur quelque chose avec un dépliant qui est payant, tout est gratuit, c'est ouvert? Du tout, ouais. On a une no-rando qui part, mais de la Maison des Vins à Saint-Chinian même. Nous, on a tous les départs de VTT. En fait, on a pas mal de circuits de VTT qui passent. On vient d'avoir la belle accueil vélo pour pouvoir accueillir cette clientèle VTTiste qui se déplace de plus en plus de par les voies vertes et de par les circuits. Mais non, pour le moment, on fait que vendre le vin. Peut-être qu'on viendra sur la partie payante un peu plus tard. Ouais. Merci, on va prendre une dernière question et puis passer ensuite à la suite de notre programme. Quelles sont les normes d'accueil du public dans nos domaines? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux des magasins? Est-ce qu'on doit aussi avoir un accueil à personnes à mobilité réduite, des normes incendie comme partout? C'est ce que je voulais mentionner, mon petit exemple toilette. Je pensais surtout toilette, accessibilité, handicap, c'est important. Mais c'est vrai que légalement, quand on est vigneron, on a une chance folle. C'est qu'on est chez nous et qu'on échappe en quelque sorte à beaucoup de normes. Par exemple, on peut offrir de la nourriture, je ne dis pas forcément un repas, mais des petites choses en même temps que la dégustation, sans passer par toutes les normes d'un restaurateur. Il y a beaucoup de choses quand on fait de l'événementiel, par exemple. Bien sûr qu'il faut sécuriser le lieu, mais il n'y a pas le même niveau d'exigence que pour une salle des fêtes territoriale. Enfin. Donc je dirais que pour c'est surtout les normes d'accessibilité pour moi, notamment du caveau, qui m'avait été demandé au moment où j'ai professionnalisé l'offre. Ouais. Rapidement, tous les deux. Ouais, nous aussi, moi, ça m'avait été demandé. La première fois, ça est arrivé quand quelqu'un arrive et vous dit, il arrive en fauteuil, qu'est-ce que vous faites? Et on n'était pas du tout équipés. Et ça, par contre, moi, je me suis sentie moi-même vraiment bête, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, mais t'as même pas pensé à ça, en fait. Donc, l'hiver qui a suivi, on a construit les toilettes avec accès handicapé. Et ensuite, quand on a fait le caveau, l'accès a été fait, bien sûr, en respectant les normes. À Saint-Chinian? Saint-Chinian, nous, comme le pôle c'est un pôle non touristique, en fait, on est obligé d'être labellisé. Dans les labels, on a déjà l'obligation d'avoir des prérequis sur les divers handicaps qui existent. Et vous êtes en centre-village, il y a beaucoup de passages de également. Passages aussi, donc, voilà. Évidemment, ce sont des notions que vous avez appréhendées de longue date. Et on est obligé maintenant. Et vous êtes obligé, et c'est tant mieux, quelque part. Merci à tous les trois, merci Jeanne Fabre, merci Geoffrey Boulade, merci également à vous, Anaïs Ricôme. On va à présent passer à une chronique, la chronique de Roland Cholet. Bonsoir Roland, vous allez nous parler des terrasses du Larzac. Formidable. Voilà, donc tout à fait Guillaume, pour chaque webinaire, je vous présenterai donc une initiative innovante. Et justement, Guillaume, comme vous le savez, je suis amateur de vin et de balade. Je recevais la semaine dernière ma belle famille. Donc, vous avez montré Jeanne, c'est votre belle famille? Non, mais c'est que je la prenais à partie. Donc, d'accord. J'étais face à 2 options. Passer une journée complète à la maison à ressasser le voyage à Cancun de 1997, dont je pense avoir eu maintenant tous les détails. Ou trouver une solution un peu différente qui puisse remplacer dans cette légende familiale le bain en bikini de Janine. Janine, c'est ma belle-mère. Sur la plage de Toulouse. Donc c'est là, Guillaume, que caché dans ma bibliothèque, face à ma collection de midi-balades, que j'ai découvert... Est-ce que vous lisez également? C'est formidable. Ah je regarde les images et les parcours. Voilà. J'ai découvert une web application sur le site de l'AOP Terrasse du Larzac. Donc le site s'affiche quelque part sur l'écran.
Donc, comme l'a dit Albert Einstein, hein, on est intelligent qu'à plusieurs. Et ben, cette application en est la preuve, puisque en 2021, le syndicat des terrasses du Larzac a réuni une vingtaine de vignerons pour réfléchir aux axes de développement stratégique de leur terroir. 3 grandes lignes ont été tirées, donc l'ancrage territorial, faire venir sur les domaines et recentrer sa communication sur une cible nouvelle qu'ils ont appelée les millennials malins. Ah bah, ça c'est formidable, les Voilà. millennials malins, vous me voyez moins bête. Disons que Guillaume, je sais maintenant que je suis un millennials malin, nous sommes tous des millennials malins, c'est-à-dire des positives middle class, ou comme on le dit dans ma communauté, un actif connecté. Voilà. Donc bref, c'est donc en 2021 que les planètes s'alignent. D'un côté, l'entreprise VinoWays cherchait un syndicat viticole pour tester une web app sur le sujet de l'énotourisme. Et les terrasses du Larzac, de leur côté, vous allez voir la coïncidence, c'est dingue, hein, cherchaient un opérateur. Donc ni une ni deux, le partenariat est lié, le projet a vu le jour avec une vraie dynamique de co-construction. Les domaines de l'appellation ont collectivement travaillé la mise en lumière de leur paysage commun. Voilà. Itinérance en terrasse du Larzac est née, c'est le nom de l'application. Itinérance en terrasse du Larzac est une solution sur le monde du vin faite par des professionnels du vin. Appuyés par différents partenaires, ils ont développé un produit différent des autres propositions parce qu'ils sont différents. C'est ma femme qui me l'a dit. Elle m'a dit, Roland, ils sont différents des autres experts. Parce qu'elle dit espère, elle est du Sud. Ce à quoi je lui ai répondu, oui, Poupougne, ce sont des professionnels du vin. Poupougne. Oui. Bon, okay. Donc Guillaume, je vais vous le dire tout de go, hein, cette application a sauvé mon week-end. Vous allez me dire c'est un peu fort, hein, mais non, que nenni. Je vous le prouve. Départ de la maison, donc tout le monde dans la multiplat, pour se mettre dans l'ambiance, on s'écoute un podcast. Ma belle-mère m'a même dit qu'elle avait adoré. Et comme des milliers de personnes qui fréquentent l'application, maintenant, j'ai pu, avec Janine et Jean-Jacques, mon beau-père et ma belle-mère, hein, faire une visite du Mas de la Sérane en autonomie. 1 heure, les oreillettes du téléphone du téléphone sur la tête. C'est 1 heure où la seule voix que l'on entend n'est pas celle de Janine, ma belle-mère, mais celle de Jean-Pierre Venture, le propriétaire. Autant vous dire que c'est 1 heure au paradis. Voilà. Après ça, donc, le fameux Jean-Pierre nous attend pour une dégustation dans le caveau, où j'ai pu prendre d'ailleurs rendez-vous en ligne. Mon beau-père était tellement content, vous en parliez tout à l'heure, qu'il a acheté la moitié de la cave quand même. Hein. J'ai dû mettre ma femme au milieu des cartons. Enfin, vous avez mis surtout votre banquier en PLS, j'imagine. Oui, mais alors pour une fois que j'emballais ma femme, c'était plutôt pas mal. Donc le soir venu, nous sommes donc rentrés heureux de cette balade impromptue, grâce à Itinérance en terre du Larzac. Un syndicat entreprenant a réussi à capter un nouveau public, les millennials malins, hein. Et de façon innovante, avec une plateforme de visite, des réservations en ligne, des podcasts. Loin de saouler son public, cette application est une invitation multiple à déguster les plaisirs de nos terroirs. Merci Roland pour cette chronique. Donc cette application Itinérance en terrasse du Larzac, on peut aussi l'écouter même quand on n'est pas sur le domaine, les podcasts, on peut... Exactement, on peut les écouter par la web application, donc sur son téléphone portable, sur tous les devices possibles. Très bien, merci Roland, merci à tous les trois encore une fois de nous avoir suivis pour ce webinaire consacré à l'œnotourisme et proposé par le CIVL. On se retrouve très prochainement au mois de décembre pour un nouveau webinaire sur un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée à toutes et tous.